Ça va aller pour la régie. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Juste un petit mot d'introduction pour la conférence de ce soir. D'abord, merci d'être venus. Que dire? D'abord, remercier la commune de Saint-Joachim pour son accueil. Merci Raphaël, dans cette magnifique salle qu'on a inaugurée il y a relativement peu de temps, en fin de compte. Ce soir, c'est une conférence qui s'inscrit suite à un travail lié aux atlas de la biodiversité communale. Donc depuis 2019, l'ensemble des communes du secteur du parc naturel régional de Brière ont réalisé ou sont en train de réaliser des atlas de la biodiversité. Ces atlas, ça permet de faire des inventaires faunistiques et floristiques qui nous permettent de bien mieux connaître notre territoire et d'avoir des outils de travail pour le futur. Les atlas de la biodiversité, ce n'est pas uniquement des inventaires, c'est également un volet pédagogique, un volet de sensibilisation, qu'on appelle médiation aussi, et qui est tout simplement informer le public, le tenir au courant et surtout agrandir les connaissances, le champ des connaissances. C'est pourquoi il a été mis en place un cycle de conférences. Et ce soir, commence ce cycle de conférences avec la première d'entre elles, avec la thématique des nuisibles. Alors, je dois avouer, entre guillemets, que j'ai pas une préférence, mais ça me rappelle des souvenirs parce que je me suis abonné à la Hulotte quand j'étais petit et c'était ce numéro des nuisibles, justement. Et donc ce soir, on se retrouve quelques années, pas beaucoup d'années même, après, avec cette thématique, et c'est un petit côté très, très, très agréable. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole au spécialiste, Monsieur Luglia. Merci à vous. Alors, je vous remercie déjà d'être là ce soir. Avant de commencer la conférence en elle-même, je voudrais juste rappeler donc, le cycle de conférences sur les mal-aimés. C'est un cycle de conférences qu'on organise avec la Fédération des clubs CPN de France dans le cadre de leur campagne « Les mal-aimés, j'adore ». Donc, je vais vous passer un petit clip vidéo qui présente un peu donc, les activités des clubs CPN. De chasse au trésor, vous allez devoir chercher des choses de la nature qui sont ici. Voilà. Chacun va avoir une planche.
Voilà, donc après cette brève introduction, on va pouvoir attaquer le sujet du soir, c'est-à-dire la notion de nuisible. Alors, le cycle de conférences qu'on organise cette année, on devait l'organiser en avril 2020. Et donc, c'est vrai qu'on est particulièrement heureux ce soir d'enfin pouvoir refaire ce genre de conférence et de proposer ce genre de rendez-vous. Donc, la première conférence, elle va vous être présentée par Rémi Luglia, qui est président de la Société nationale de la protection de la nature, et donc qui est professeur agrégé d'histoire, et va pouvoir vous présenter donc, de manière générale cette notion de nuisible et comment elle a évolué d'un point de vue historique à travers les siècles pour en arriver donc, à notre situation contemporaine. Je te laisse la parole. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui, ça fonctionne parfait. Écoutez, bonsoir à tous. D'abord, merci d'être là ce soir. Merci aussi au PNR de Brière de cette invitation. Je trouve que c'est un thème tout à fait intéressant et qui a été parfaitement introduit par cette vidéo des clubs CPN. Donc écoutez, moi je viens ce soir vous parler de la façon dont on pourrait, j'ai mis un point d'interrogation, vivre avec les nuisibles. Parce que c'est une interrogation qui traverse notre société actuellement, mais qui l'a traversée déjà depuis pas mal de temps. Et je vais m'efforcer, en tant qu'historien, de remettre cette notion dans une perspective un peu de longue durée pour quitter notre présent, notre actualité, et essayer de voir, dans des temps un peu plus anciens, comment on pouvait penser cette notion de nuisible, et au-delà d'une notion en elle-même, d'un concept, penser les êtres vivants qu'on appelait ou qu'on appelle toujours des nuisibles. Bien sûr, je n'ai pas la prétention en une heure de conférence de balayer la totalité du thème, toutes les espèces et également toutes les époques. Je vais me concentrer donc dans ma présentation, mais après dans les échanges on pourra élargir cela autant que vous voudrez. Je vais me concentrer sur quelques cas qui me semblent assez intéressants à étudier justement dans une perspective un peu historique, et je vais choisir uniquement des animaux. Bon, on pourra discuter des plantes si vous voulez. On est en Brière, je sais qu'il y a quelques plantes qui dérangent un peu, pas qu'en Brière d'ailleurs, donc on pourra également aller sur la thématique des végétaux si vous le suivez, si vous le souhaitez. Et je vais me concentrer aussi sur le cas français, parce que figurez-vous que cette notion de nuisible n'existe pas de la même façon dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés. Il existe même des langues où le terme de nuisible n'existe pas. Donc vous voyez que là, bon, voilà, on ne va pas se mettre à parler du monde entier. Alors on va se concentrer sur le cas français, sur les animaux et sur cette perspective un peu historique. Donc avant de commencer, il me semble important de dire qui je suis pour bien que vous puissiez situer de quelle façon je vais parler de cette notion de nuisible. Comme l'a dit Yann très justement, je suis d'abord professeur agrégé d'histoire, j'enseigne dans un lycée à Blois, à des élèves et à des étudiants. Parallèlement, je suis un naturaliste de terrain depuis ma plus tendre enfance, plutôt ornithologue. Je m'intéresse aussi beaucoup aux mammifères et puis je suis passionné par la nature, abonné au journal La Hulotte pour faire un lien avec les CPN. Là aussi, j'ai tous les numéros, donc voilà, assez éclectique dans cet amour de la nature. Mais troisième élément, je suis un protecteur de la nature aussi, engagé dans le mouvement de protection, donc je ne parle pas de n'importe quel point de vue. Je suis président donc, de la Société nationale de protection de la nature et j'y suis engagé depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Là, j'en ai 45, vous voyez, donc 30 ans d'engagement dans la protection de la nature. Parallèlement, et c'est le dernier point, et c'est celui qui va nous intéresser surtout ce soir, je suis un historien, je suis associé à l'Université de Caen, en Normandie, et je travaille sur l'histoire de l'environnement, et notamment sur les aspects de protection, et aussi sur l'histoire de l'animal. Et à travers cela, j'organise un certain nombre de colloques. J'ai publié 2 ouvrages, je vous les ai mis à l'écran, 2 ouvrages universitaires sur ces questions-là. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter ce soir, un discours non pas militant, mais un discours qui est le discours d'un historien, pour apporter des éléments. Mais après, effectivement, on pourra en discuter, parce qu'effectivement, en tant que personne engagée dans la protection de la nature, j'ai aussi un avis. Et ça peut faire partie du débat, en tout cas bien volontiers. Donc pour commencer, une petite esquisse de définition. Je ne prétends pas que ce soit la bonne définition de nuisible, mais pour beaucoup d'entre nous et de nos concitoyens, y compris dans les âges un peu reculés, nuisible, c'est un organisme ou une population qui va gêner certains humains, nous gêner, chacun d'entre nous.
Mais à partir de là, alors un sociologue, André Micou, appelle ça un gêneur, parfois même un emmerdeur, dans la communauté biotique, dans la communauté des vivants. D'accord ? Donc ces espèces-là, qu'on qualifie de nuisibles, sont des espèces qui viennent nous gêner. Mais en même temps, ce n'est pas simplement qu'une façon de désigner les êtres vivants, c'est aussi un concept opérationnel, c'est-à-dire qu'il va nous faire agir. Et il va nous donner à nous, humains, on se le donne nous-mêmes, hein, le droit de gérer ces espèces et bien souvent de les détruire. Donc au-delà de simplement la désignation d'un certain nombre d'espèces, il y a l'idée que derrière, on va en faire quelque chose, et quelque chose qui n'est pas forcément agréable pour elles. C'est quand même ça, l'idée. Mais moi, je me pose deux questions, et c'est celles qui vont parcourir mon exposé. Qui est nuisible et nuisible pour qui ? Or, on s'aperçoit que selon les êtres humains, selon les époques, selon les groupes sociaux, selon les métiers, selon les lieux où les gens habitent, eh ben, on n'a pas les mêmes nuisibles. D'accord ? Le nuisible du touriste, quand il va au bord de la Méditerranée, l'été, c'est le moustique. Je n'aime pas trop les moustiques. Je connais rarement des personnes qui me disent que le moustique, c'est l'animal qu'ils préfèrent. Ou pour le Parisien qui va en camping, c'est la cigale qui l'empêche de dormir. Donc ça peut être les nuisibles du touriste. Pour les chasseurs, le nuisible va souvent être des prédateurs qui vont d'une certaine façon lui faire concurrence dans son activité de chasse. Pour l'agriculteur, le nuisible, ça va être à l'inverse le sanglier, par exemple, ou ça va être comme ici la jussie ou le ragondin qui pose d'autres questions. Pour les pisciculteurs, le nuisible, ça va être le cormoran. Ça va aussi être le ragondin qui va creuser les digues et qui va lui donner des difficultés justement pour faire fonctionner son étang de pêche. Pour le jardinier, le nuisible, ça va être les limaces, ou éventuellement des escargots qui vont lui manger ses salades ou ses légumes. Pour le forestier, le nuisible, ça va être un insecte qui va dégrader les arbres qu'il espère vendre. Pour l'écologue, enfin, le nuisible, c'est des espèces qui viennent dans un système écologique, dans un écosystème, et qui vont le perturber gravement, mettant en difficulté les espèces qui vivaient là traditionnellement. Donc vous voyez, les nuisibles vont être différents selon les personnes. En fait, cette notion de nuisible, et c'est ça l'élément qui est clé, c'est que c'est une catégorisation humaine du vivant. Il n'y a pas d'être qui soit nuisible en tant que tel, on est toujours nuisible par rapport à un groupe humain qui nous désigne comme cela. Et donc, j'ai paraphrasé Simone de Beauvoir, pour ceux qui connaissent cette philosophe, on ne naît pas nuisible, on le devient. Et il y a une construction de cette notion de nuisible qui va varier selon les sociétés, selon les époques, même si, en France, cette notion est toujours actuelle. Donc le propos historique que je vais vous retracer ce soir va insister sur une période qui est un peu charnière dans notre histoire, souvent méconnue. C'est la charnière entre le 19e siècle et le 20e siècle, les années autour de 1900. Donc il y a quand même plus de 100 ans, qui vont voir un certain basculement de l'opinion, notamment d'un certain nombre de savants, autour de cette notion de nuisible. C'est ça que je vais essayer de vous raconter pour mettre en réflexion cette notion. Donc on ira jusqu'à nos jours par certains exemples, mais je ne vais pas parler uniquement de l'actualité. En tout cas, moi, ce que je pense pouvoir apporter, c'est cette vision un peu plus de long terme. Donc on a une histoire et une actualité du nuisible. Plusieurs phénomènes. D'abord, on peut considérer que dans notre histoire, on voit de plus en plus de nuisibles qui deviennent protégés. Je vous ai mis un exemple, le castor, 1909, on en parlera un peu plus longuement, parce que c'est le premier animal sauvage en France qui est passé du statut de nuisible au statut de protégé, comme ça, d'un seul coup. C'est quelque chose d'assez important. Le dauphin en 1970, la loutre en 1981, le loup en 1993, bon, il y en a encore bien d'autres. On a des espèces qui continuent toujours, à notre époque, d'être considérées comme étant nuisibles, même si on a changé leur nom. En 2016, on les a appelées espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, mais la notion est toujours celle de leur nuisibilité. Et puis des questions qui se posent sur la façon de désigner ces gêneurs, ces espèces qui nous embêtent. Eh bien, on voit dans l'histoire plusieurs termes apparaître, malfaisants, ravageurs, proliférants, déprédateurs, hors contrôle. Tous ces termes ne sont pas neutres. Ils portent aussi une certaine vision des choses. On va y revenir. Et puis enfin, on peut se demander si on ne voit pas apparaître de nouveaux nuisibles, j'ai mis ça entre guillemets. Ces nouveaux nuisibles, à l'heure actuelle, ou depuis quelques dizaines d'années, ça seraient les espèces exotiques envahissantes. Et je crois qu'en Brière, on est bien placé pour parler de ces espèces-là qui gênent et qui embêtent beaucoup de monde. Et puis, on pourrait se demander si d'autres espèces qui sont en train d'arriver sur notre territoire, je dis bien arriver, je ne dis pas revenir. Ça veut dire des espèces qui n'ont jamais été là.
enfin, ou jamais, ou de mémoire d'homme en tout cas, c'est certain, mais même sur plusieurs siècles ou millénaires, des espèces qui n'ont pas été là et qui arrivent. Qui arrivent parce que le vivant, sa caractéristique, c'est de pouvoir être dynamique, se déplacer. Qui arrivent aussi parce que l'humain transforme un petit peu quand même la planète. Et les changements environnementaux vont amener certaines espèces à se déplacer, ne serait-ce que par les changements climatiques. On voit actuellement, par exemple, une espèce, le chacal doré, qui est en train d'arriver depuis l'Europe de l'Est, naturellement. On l'a vu arriver en Pologne, puis en Allemagne, puis en Belgique. Et maintenant, on voit quelques individus en Suisse et en France, y compris dans l'ouest de la France. C'est une espèce qui vient, qui se déplace d'elle-même. Est-ce qu'elle va s'installer durablement en France? On ne le sait pas. Alors le chacal doré, c'est une sorte de canidé entre le renard et le loup, au niveau de la taille. Voilà, un peu entre les deux. Bon, donc est-ce qu'il va s'installer ou pas? Ça, on ne le sait pas. Mais a priori, c'est sans doute ce qui va se passer. Comment va-t-il interagir avec toutes les autres espèces et avec les humains? Ça, on ne le sait pas. Mais on peut être certain qu'il va falloir composer avec elles. Donc voilà, ça c'est. Est-ce qu'il sera considéré comme nuisible ou pas? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, il va falloir vivre avec ces nouvelles espèces. Néanmoins, la tendance de fond historique va quand même sur l'idée qu'il y a de plus en plus de nuisibles qui sont considérés comme étant protégés. C'est cette tendance-là que je vais vous raconter. Donc cette évolution implique que les humains ont changé leur point de vue. Et en fait, on va parler ici, ce soir, beaucoup d'humains, et les animaux vont être un prétexte pour parler de nous, finalement. Dans ce fil historique que je vais dérouler, je vais d'abord commencer par parler des temps un peu plus anciens. Nuisible, ce n'est pas une notion qui, de tout temps, a existé en France. Le terme lui-même existait, notamment au Moyen-Âge. On a des traces assez nettes, dans beaucoup d'écrits, où on voit revenir ce terme de nuisible. Notamment dans les lettrés, qui étaient plutôt des gens d'église, des gens religieux au Moyen-Âge. Qui est-ce qu'ils désignaient comme nuisibles? C'était des humains. C'était les hommes sauvages, ceux qui vivaient au fond du bois, en dehors de la civilisation. Ceux-là, ils s'en méfiaient beaucoup. C'était les hommes qui n'avaient pas de religion, les impies. Et au Moyen-Âge, les gens sans religion étaient très mal considérés, donc on les considérait comme étant nuisibles à l'ensemble de la société. Et puis, surtout, pour ces hommes d'église, le grand nuisible, c'était les femmes. C'était les femmes parce qu'elles les perturbaient dans leur méditation et elles les empêchaient de se rapprocher de Dieu. Voilà. Donc le nuisible, vous voyez, ce n'était pas l'animal sauvage, c'était clairement des êtres humains. Bon, évidemment, ces choses-là vont changer, notamment au moment des Lumières, donc vers le XVIIIe siècle, où les réflexions vont devenir plus rationnelles. Et le monde va être considéré non plus en référence à Dieu ou à la divinité, mais par rapport à l'homme. Et l'homme va être placé au centre des conceptions. Et à ce moment-là, le reste de la nature va perdre sa justification. Au Moyen-Âge, quand vous avez une récolte qui est ravagée, je ne sais pas, par des insectes ou par des rongeurs, il y a une explication qui est donnée. Et cette explication, elle est divine. Dieu ayant créé le monde, il a créé aussi les espèces qui embêtent le paysan. Et finalement, ces espèces-là, elles ont le droit de vivre. Et si elles viennent embêter le paysan, c'est que Dieu l'a voulu. Et pourquoi il l'a voulu? Parce que l'homme s'est mal comporté. Et donc, d'une certaine façon, il lui envoie une punition. Et ça va être à l'humain de vivre plus en relation avec ce que veut Dieu pour rétablir une sorte d'harmonie du monde. Et à ce moment-là, les animaux ne vont plus être nuisibles pour lui. Voilà, c'est ça la conception du Moyen-Âge. Donc, les nuisibles ont leur utilité dans un monde. Mais une utilité, on va dire, religieuse, divine. Chaque être a sa place, y compris ceux qu'on aime le moins. Et au Moyen-Âge, ceux qu'on aime le moins, c'est les animaux qui vivent la nuit, c'est les animaux qui rampent, d'accord, ce sont les animaux qui vont grouiller au sol. Voilà. Donc c'est ceux-là qu'on déteste le plus. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas qu'on va chercher à les faire disparaître totalement. On s'efforce de vivre avec eux, d'accord, et de limiter leurs effets. Au XVIIIe siècle, comme je vous l'ai dit, c'est l'homme qui va être placé au cœur des réflexions. Donc on va retirer un petit peu le divin et on va essayer d'examiner de façon plus scientifique les choses et on va considérer ces espèces-là comme étant des gêneurs. Sauf que si on met l'homme au centre du monde, finalement, le monde entier doit être à son service. Et si on imagine que c'est l'homme qui doit diriger le monde, eh bien, tout ce qui le gêne doit disparaître. Et c'est à ce moment-là, par cette rationalité, parce qu'on a mis l'homme au centre du monde, que l'on va considérer que certaines espèces sont nuisibles, c'est-à-dire finalement sont vouées à disparaître, parce qu'elles gênent le progrès humain.
D'accord ? Et donc, on a ici une mutation importante des réflexions. Et c'est donc au XVIIIe siècle que la notion nuisible va apparaître, va s'affirmer, se développer, et va perdurer ensuite jusqu'à notre époque. De plus, au moment de la Révolution française, les paysans français vont gagner un droit qu'ils réclament depuis longtemps, celui de se défendre contre les bêtes fauves, c'est comme ça qu'ils les appelaient, contre les animaux qui viennent éventuellement dévorer leurs troupeaux ou qui viennent ravager leur culture. Ce droit-là va s'affirmer, ça va être un gain démocratique très important lors de la Révolution française et qui va faire que chacun va, et encore actuellement dans le droit, acquérir cette possibilité de se défendre contre les animaux qui le gênent, qui le dérangent. Donc ça, c'est un élément qui va devenir central dans notre façon de penser nos rapports aux autres vivants. Au XIXe siècle, les savants vont se saisir de cette question-là, les savants naturalistes, ceux qui examinent le vivant, et ils vont être chargés de définir qui est nuisible, qui ne l'est pas. Pour juger cela, eh bien, ils emploient une méthode que nous explique bien François Lescuyer, c'est un ornithologue qui écrit en 1872, je vous lis sa citation, « Sur quoi régler notre conduite des humains, à l'égard des oiseaux, sur le genre et le degré de leur utilité et de leur nuisibilité. Qu'est-ce qui constitue l'utilité ou la nuisibilité des diverses espèces d'oiseaux? C'est le bien ou le mal qu'ils nous font. » Encore une fois, l'homme est au cœur du monde, tout doit être jugé par rapport à lui. Et donc, on va voir qu'il y a des espèces qui sont utiles pour nous et d'autres qui nous gênent. Les espèces utiles, on va les conserver. Les espèces qui nous dérangent, les nuisibles, on va essayer de les éradiquer. Et au XIXe siècle, l'être humain, en tout cas en France, obtient des moyens industriels de destruction. C'est-à-dire que le projet d'éradication de certaines espèces, eh bien, il devient possible. Il devient possible par la puissance industrielle de nos sociétés. Et donc le rapport va complètement changer avec le vivant. Néanmoins, dès ce moment-là, on voit des premières évolutions qui viennent un peu contester cette notion de nuisible. Parce que finalement, on demande à cette époque si rationnelle qu'est le XIXe siècle, si scientifique, on demande à ces savants de juger, de dire qui est utile, qui est nuisible. Et ils ne sont pas d'accord. Et ça étonnera personne de savoir que des savants ne sont pas d'accord entre eux. Et au milieu du XIXe siècle, par exemple, je vais prendre le cas du pic vert, et plus largement de tous les pics, qui, vous le savez, sont des oiseaux insectivores, sauf que jusque dans les années 1850, jusqu'au milieu du XIXe siècle, les pics étaient mal aimés. Mal aimés parce qu'ils faisaient des trous dans les arbres, donc ils dégradaient la valeur des arbres. D'accord ? Les forestiers voyaient des pics en train de taper sur des arbres, ils disaient « mais attendez, mon arbre là, il est en train de lui faire un trou, je ne vais plus pouvoir le vendre ». Donc que faisait le forestier? Il sortait son fusil, il tirait le pic. Voilà. Donc pour eux, les pics étaient nuisibles. Et dans toutes les forêts de France, les propriétaires payaient des gardes forestiers pour détruire les pics. Bon. Sauf qu'au milieu du XIXe siècle, certains savants, ornithologues, un peu amoureux des oiseaux, vont dire qu'il y a une erreur là. Le pic, en fait, il n'est pas nuisible. Le pic, il est utile. Et il est utile pourquoi? Parce que justement, il mange des insectes. Et il mange les insectes qui eux-mêmes agressent les arbres. Donc il faudrait conserver le pic, et notamment le pic vert, parce qu'il est plus utile aux forestiers que nuisible. Les forestiers n'étant pas d'accord, les savants vont se réunir, un certain nombre d'entre eux, pour faire une sorte de procès du pic vert. Certains forestiers vont être les accusateurs, certains ornithologues vont être les avocats de la défense, et puis les autres savants vont écouter les arguments des uns et des autres pour ensuite trancher. Et en 1856, cette commission de savants parisiens qui se réunit va finir par trancher et décider que le pic vert, et je cite ce qu'ils ont décidé, le pic vert est plus utile que nuisible. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que le pic vert peut de temps en temps faire des dégâts, mais que globalement, par son régime alimentaire, il est plutôt utile à l'humain. Et donc c'est un premier changement important, parce que les savants, par leurs études, arrivent à faire sortir des espèces du caractère nuisible et le faire rentrer du côté des utiles. Et au fur et à mesure que les savants font des études, ils s'aperçoivent que les choses sont rarement simples et qu'il y a rarement des espèces qui sont totalement nuisibles tout le temps, en tout lieu, et que dans leur cycle de vie, il y a beaucoup d'espèces qui par moments gênent et par moments ont un rôle, et un rôle intéressant aussi pour les humains. Et donc petit à petit, les savants
on arrive à se dire qu'il faut quand même protéger un certain nombre d'espèces et même à terme protéger également les espèces considérées comme étant nuisibles. Cette protection, on va d'abord l'accorder aux oiseaux et aux animaux plus largement insectivores. C'est le cas de l'image que je vous mets à l'écran qui vient des États-Unis, qui a été publiée dans un bulletin naturaliste en 1919. D'accord ? Donc on est juste après la Première Guerre mondiale, il y a à peu près 100 ans. Sur cette image, elle se découpe en deux ensembles. Vous voyez d'abord sur la partie gauche de l'image une campagne idéalisée. C'est quoi une belle campagne ? C'est une ferme plutôt importante, entourée d'arbres. Ce sont des bois au fond, hein, avec des troncs bien droits, on le voit bien au premier plan. C'est un champ où on voit bien des plantes plantées régulièrement qui poussent tranquillement. C'est une belle campagne. Et une belle campagne, c'est une campagne qui est travaillée par l'homme. À droite, on voit l'inverse, une campagne détestable. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas un brin d'herbe. Au fond, il y a une pauvre ferme à moitié ruinée avec des arbres sans feuilles complètement rabougris. Parce que cette campagne à droite, elle est ravagée par des insectes. Des insectes, des vers, tout ce qui peut exister et qui ravagent les cultures humaines. Et ces insectes sont en train de monter à l'assaut de la belle campagne. Entre les deux, il y a une ligne de défense. Alors, évidemment, en 1919, la tranchée, c'est quelque chose qui parle à tout le monde en France. Et donc, on met dans l'image une tranchée avec des barbelés. Et sur cette tranchée, les défenseurs, ce sont des oiseaux insectivores. Et donc, à ce moment-là, on considère et on essaye de convaincre un certain nombre d'habitants des campagnes que les oiseaux insectivores sont leurs meilleurs alliés contre les ravageurs des cultures. Il faut donc arrêter de détruire ces petits oiseaux, au contraire, les protéger pour qu'ils puissent accomplir leur rôle. Alors, on ne dit pas à l'époque rôle écologique, hein, d'accord, mais leur rôle dans l'équilibre de la nature. Et donc, on va se servir de ces animaux comme des auxiliaires, c'est le terme qu'on utilise, des auxiliaires de l'agriculture. La LPO fait des campagnes, qui vient juste de naître à l'époque, fait des campagnes dans ce sens, hein, avec des affiches comme ça, c'est une affiche de 1921, Nos amis les oiseaux, adressée aux agriculteurs. Vous retrouvez à droite les pics, vous voyez ces oiseaux insectivores tout autour de l'image, et au centre, vous avez également des rapaces nocturnes, ici qui ne mangent pas des insectes, mais qui vont plutôt manger, enfin sauf certains, mais qui vont plutôt manger des rongeurs. Et les rapaces nocturnes, même s'ils vivent la nuit, même s'ils ont parfois mauvaise presse dans les campagnes, vont également être protégés, parce qu'ils vont être des auxiliaires de l'agriculteur pour protéger ses récoltes contre les rongeurs. On va donc voir apparaître en 1902 un des premiers textes internationaux de protection de la nature, qui va être la Convention de Paris, Convention internationale pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture. Voilà, 1902. Vous voyez, donc ça remonte quand même. Et donc là, dans ce texte-là, plusieurs pays importants vont décider d'arrêter de détruire tous les petits passereaux et tous les rapaces nocturnes. D'accord ? Les rapaces diurnes, ça viendra un peu plus tard, hein, parce qu'ils ont une autre image. Néanmoins, cette convention qui protège les oiseaux dits utiles à l'agriculture va également prévoir des exceptions, et je vous l'ai mis à l'écran l'article 9, je vous l'ai recopié, qui dit qu'il peut y avoir des exceptions à cette protection, pour les oiseaux que la législation du pays permet de tirer ou de tuer comme étant nuisibles à la chasse ou à la pêche, donc généralement les oiseaux prédateurs, et aussi pour les oiseaux que la législation du pays aura désignés comme nuisibles à l'agriculture locale. Donc dans une convention, on protège certains oiseaux, on en détruit d'autres. On est bien encore dans une vision où c'est l'homme finalement qui décide ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce que disait François Lescuyer, que j'ai cité tout à l'heure. Ce qui est bien ou ce qui est mal pour lui, l'homme lui donne le droit de détruire ou de protéger. Mais les savants vont continuer leur réflexion, ils vont continuer leurs études sur toutes ces espèces-là, et ces études vont leur permettre de montrer qu'en fait, c'est très difficile de montrer qu'une espèce est toujours nuisible, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ils vont finir par considérer que toutes les espèces sont utiles dans une nature si celle-ci n'est plus considérée comme devant s'organiser autour des humains. C'est la notion d'équilibre naturel. Et ils vont même aller un peu plus loin en disant que finalement, c'est l'homme qui perturbe l'équilibre de la nature,
et qu'il faudrait mieux qu'il cesse ses actions de perturbation. Il considère qu'il faut arrêter de considérer les espèces en fonction de leur utilité et qu'il faut employer d'autres critères. Edmond Perrier, qui est le président de la Société d'acclimatation, qui est l'ancêtre de la SNPN, l'association que je préside actuellement, il est à l'époque 1921 directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris. C'est un des savants les plus importants en France à l'époque. Et il dit ceci, je cite, « Qu'est-ce qu'un animal utile? Qu'est-ce qu'un animal nuisible? Il semble bien que les animaux n'agissent jamais que dans leur propre intérêt. Ils se soucient fort peu de nous rendre service et ne cherchent pas davantage à nous nuire. Ils n'ont pas été créés en vue de tel ou tel but à atteindre. Chaque espèce s'est fait sa place et s'y tient dans le conflit universel des êtres. La nôtre agit de même. » Il met sur le même plan, Edmond Perrier, les humains et les autres espèces en disant que finalement les fonctionnements dans les écosystèmes, qui ne s'appellent pas encore à l'époque écosystèmes, sont identiques. Et que d'une certaine façon, on doit accepter que d'autres puissent y trouver leur place. Bon, ils ont leur légitimité. À partir de ces considérations, on va voir les premières mesures de protection de cette nature qui va se développer, et notamment avec une protection qu'on appelle intégrale. Ça va être des interdictions de destruction d'espèces. Je vous ai mis les trois premières qui me paraissent importantes. Le castor, j'en reparlerai. Le macareux, en 1912, c'est l'archipel des Sept-Îles par la LPO. Les vautours dans les Pyrénées en 1928. Et puis on a la création des premiers espaces naturels protégés, la réserve de Camargue en 1927, le Néouviel dans les Pyrénées en 1935, le Lausannier en 1936 dans les Alpes. D'accord ? Donc cette réflexion des savants va déboucher sur les actions que l'on connaît actuellement de protection de la nature. On est autour des années 1900, je m'étais arrêté en 1921 avec Edmond Perrier, et je vais maintenant développer un peu plus longuement un cas particulier, le cas du castor, qui est un animal assez spécifique, et son histoire permet de nous renseigner sur la façon dont nos sociétés ont pensé les nuisibles au fil du temps. Je vais donc raconter un peu cette histoire du castor et je vais en tirer les fils jusqu'à notre époque actuelle. Le castor d'Europe, en tout cas en Europe, n'a pas de chance parce qu'il est hyper bien équipé pour vivre dans l'eau. Et justement, c'est cet avantage-là qui va être je dirais, le couvercle de son cercueil. Parce qu'il va être persécuté, pourchassé, attrapé, parce que tout dans le castor est utile, comme dans le cochon. Voilà. La fourrure est très chaude, elle est imperméable, très utile. Ses dents vont être utilisées notamment dans les temps préhistoriques comme ciseaux à bois, parce que elles sont très, très dures et elles coupent très bien le bois. Sa chair va être mangée. Certains hommes d'église ont même dit que le castor, comme il vivait à moitié dans l'eau, c'était un animal qui était à moitié poisson, et donc on pouvait le manger en temps de carême. Et les temps de carême au Moyen-Âge, c'était des périodes parfois longues, parfois c'était 100 jours par an, et donc c'était assez sympa de pouvoir manger un castor, qui est bien gras, pendant un temps de carême. Voilà, donc on a eu ce problème-là aussi. Et puis enfin, le castor, il marque son territoire. Alors je ne crois pas que vous en ayez en Brière des castors. Pas encore, ça reviendra dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, bon, peut-être. Le castor, il marque son territoire en déposant une substance, parce qu'il a 2 glandes anales qui produisent une substance qu'on appelle le castoreum. Et cette substance, c'est un excellent fixateur pour le parfum. Et donc, dans les temps anciens, les castors étaient chassés et évidemment, on les tuait et on leur prenait ces glandes et on faisait commerce dans la parfumerie et ça valait extrêmement cher. On a retrouvé dans des inventaires de comtes, de ducs ou de princes du Moyen-Âge, dans leurs inventaires après décès, alors on notait toute leur vaisselle, leur argent, leur argenterie, tout ce qu'ils avaient en or, les tissus qu'ils avaient, les soies, etc. Et on notait les glandes de castor dans l'inventaire, parce que ça avait une valeur marchande extrêmement importante. Bon. Donc le castor est très utile, mais malheureusement pour lui, il est utile quand on le capture et quand on le tue. Et donc cette utilité du castor a abouti à sa quasi-disparition de toute la France. Disparition déjà au Moyen-Âge ou à l'époque moderne. Et c'est en partie pour cela certains Européens sont allés, notamment les Français, coloniser le Canada. C'est d'abord et avant tout pour aller chercher les fourrures de castor qu'on ne trouvait plus en Europe, parce qu'on l'avait exterminé chez nous, et on était en train de l'exterminer en Russie. Bon. Du coup, le castor est devenu extrêmement rare. Il en restait quelques-uns
en Europe, dans nos cours d'eau. Mais comme il était peu nombreux, il a perdu son utilité. Les humains à ces époques-là, n'ont conservé que son caractère de gêneur. Parce que le castor peut être gênant, il fait des dommages. Il creuse des terriers, donc on l'accuse de percer les digues. Au fin du 19e siècle, en Camargue, la compagnie du Rhône, qui avait construit les digues de Camargue, donnait des primes à la destruction des derniers castors. C'était les derniers castors qui restaient en France, il y en avait peut-être une vingtaine, voire plus, et on donnait des primes pour arriver à détruire ces derniers castors-là, parce qu'ils perçaient les digues. D'autre part, le castor construit des barrages, c'est l'image que je vous ai mise en haut à droite, et donc ça inonde les fonds de vallée, et s'il y a des champs là, ils sont aussi inondés. Et donc c'est gênant et ça dérange. Et puis, vous le savez, le castor a cette capacité-là, c'est d'abattre des arbres, dont il va manger l'écorce essentiellement, et puis ça lui permet de dégager un petit peu les choses et de faire pousser d'autres plantes, parce qu'il est végétarien. Et parfois, quand il s'attaque notamment à des peupleraies, je vous ai mis en bas une image de peupleraies, il fait du dégât, il n'y a pas à dire. Là, les peupliers sont difficilement exploitables. Et puis vous avez remarqué, en même temps, il en a profité pour utiliser les peupliers pour construire un barrage et inonder la peuplerée. Voilà, donc double effet. Donc effectivement, là, il est assez gênant. C'est évident, il fait des dégâts. Et donc à ce moment-là, on l'a détruit. On a cherché à éradiquer les derniers castors parce qu'ils gênaient finalement le développement des activités humaines. Ce qui signifie que pour notre pauvre castor, on arrive à la fin du 19e siècle. Je vous ai dit, il en restait peut-être une vingtaine en France. Et que le castor, qu'il soit utile ou nuisible, de toute façon, il n'a plus sa place dans notre monde. Il n'a plus sa place du point de vue des humains. D'accord ? Et je dirais même que certains considèrent que le castor en train de disparaître, c'est normal. C'est dans l'ordre des choses. L'humain, dans sa dynamique de progrès au XIXe siècle, a pour objectif de façonner entièrement le monde selon son bon plaisir. Et dans ce schéma-là, le castor n'a plus de place, il est en train de disparaître, et finalement c'est normal. D'accord ? Je vous ai mis une carte à droite qui montre les dernières populations de castors à la fin du XIXe siècle. Et en France, vous voyez, il ne nous reste plus que ces quelques castors ici, en Camargue. Et partout ailleurs en Europe, il a quasiment disparu, alors qu'on considère qu'au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, il y avait du castor partout, dans toute l'Europe. D'accord ? Vous voyez que le résultat est assez désastreux pour cette espèce. Mais c'est à ce moment-là, au début du XXe siècle, que le castor, qui est toujours considéré comme étant nuisible, va être protégé. On va protéger les derniers castors. Or, protéger un nuisible, ça veut dire qu'il faut qu'on change complètement de point de vue sur ces animaux qui nous entourent. En fait, cette prise de conscience, elle date, chez certains savants, des années 1890. Valéry Maillet, c'est un professeur à l'école d'agronomie de Montpellier. Le premier va s'en alarmer et il va être relayé par un de ses élèves, Galien Mingot, qui est le directeur du Muséum des sciences naturelles de Nîmes, un savant qui connaît très bien les milieux méditerranéens, qui va s'alarmer de voir les derniers castors pourchassés et au bord de l'extinction. Il va se tourner vers des savants au niveau national pour faire réagir les pouvoirs publics et il va trouver un relais auprès de Louis Magot d'Aubusson, je vous ai mis sa photo à l'écran, qui est un avocat, un ornithologue amateur très réputé. Il a écrit en 1879 un bel ouvrage qui s'appelait la fauconnerie en France depuis le Moyen-Âge. D'accord ? Un ouvrage remarquable qu'il a fait reconnaître parmi les ornithologues et qu'il a fait intégrer des sociétés savantes comme la Société d'acclimatation, qui est alors la société savante la plus prestigieuse de France. Et Louis Magot d'Aubusson est sensible à cette mésaventure que connaît le castor, et il va, en 1895, prononcer un discours dans une séance de la Société d'acclimatation pour plaider le cas du castor et demander à ses collègues naturalistes de s'engager pour demander au pouvoir public de protéger les derniers survivants de cette espèce. D'accord ? Il est avocat, il plaide très bien, mais il fait un flop total. Personne parmi ses collègues, qui l'estiment par ailleurs, ne vont être d'accord avec lui. Tout le monde dit c'est hors de question qu'on s'engage pour protéger cette espèce-là. Pourquoi ? C'est une espèce nuisible. Elle gêne l'homme. On ne va pas protéger une espèce qui gêne l'homme. Tant pis pour elle, elle va disparaître, mais parce qu'elle n'a plus la place dans un monde tel que l'homme est en train de le façonner par sa puissance industrielle. Le castor est une entrave à la marche du progrès. Donc, c'est normal qu'il disparaisse. Personne
ne va vouloir protéger le castor. Et Louis Magot d'Aubusson est même obligé, les séances d'après, de revenir sur ce sujet-là et presque de s'excuser pour expliquer pourquoi il a essayé de prendre la défense de cette espèce, etc., etc. Bref, pas de protection du castor. Il n'est pas acceptable de protéger une espèce qui gêne les humains. Sauf que, quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, eh bien, on a les premières mesures de protection du castor. C'est 1909, dans le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, les préfets vont prendre des arrêtés interdisant la destruction du castor. Le préfet de Drôme, M. Vatin, en 1922, va faire la même chose pour ce département. Et le préfet de M. Vatin va recevoir cette année-là la grande médaille de la Société d'acclimatation, grande médaille en or, s'il vous plaît, pour le remercier de son action en faveur de la protection du castor. 1895, les savants de la Société d'acclimatation refusent de protéger le castor. 1922, 27 ans plus tard, ils récompensent un préfet qui protège le castor. Ça veut dire qu'en 20 ans, leur opinion a basculé. Ces savants naturalistes ont changé d'opinion. Pourquoi? Qu'est-ce qui a provoqué ce basculement aussi brutal? Alors 20 ans, c'est quand même assez rapide dans l'histoire. Eh bien, deux éléments deux dynamiques vont expliquer cette mutation des représentations. Et je vais vous les présenter à travers deux citations de Gallien-Mingo, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il dit ceci en 1907. « Je viens encore, après d'éminents naturalistes, élever ma faible voix en faveur du castor français pour demander que les pouvoirs publics prennent des mesures énergiques afin d'empêcher l'extinction de ce gros rongeur aquatique que l'on peut considérer à juste titre comme une richesse zoologique nationale. » Il dit aussi ceci en 1909. « Par leur vote unanime, les conseils généraux ont répondu au désir de tous ceux qui voyaient avec peine disparaître de notre grand fleuve méridional, c'est le Rhône, et de notre faune un mammifère aussi intéressant qu'utile. » Dans ce que dit Gallien-Mingo, il utilise deux registres. D'abord, il considère qu'on a ici un animal qui est intéressant et utile. Utile pour la science, pas forcément pour l'agriculteur. D'accord ? Intéressant parce que justement, c'est une espèce qui n'existe que sous cette forme-là dans le monde. Et le deuxième élément qu'il met en avant, c'est cette crainte des extinctions, de voir disparaître définitivement une espèce sur Terre. Parce que les savants se sont aperçus, fin 19e siècle, que l'homme était capable de faire disparaître totalement et irrémédiablement des espèces sur Terre. Auparavant, il n'en avait pas conscience. Et ils se sont rendus bien compte qu'une fois qu'une espèce est éteinte, elle ne revient plus. Elle n'existe plus. Et ça les inquiète. Ça les inquiète fortement. Et ils craignent que cela se passe pour le castor et pour d'autres espèces qui ne sont pas en forme dans notre pays. Et d'une certaine façon, ils vont considérer ces animaux comme une richesse nationale. C'est-à-dire que ces espèces vont rentrer dans le patrimoine français. D'accord ? Donc deux dynamiques. D'abord, cette protection scientifique fondée sur la notion d'équilibre naturel. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Chaque espèce joue un rôle dans la nature. Retirer cette espèce-là, c'est déséquilibrer l'harmonie de la nature. Donc il faut toutes les conserver. Et deuxièmement, une protection patrimoniale et éthique. On craint les extinctions et on attribue une valeur intrinsèque, pas une valeur utilitaire, à toutes les espèces sauvages. C'est pour cela que de nuisible, le castor n'est jamais devenu utile, mais de nuisible, il est devenu directement un patrimoine et a été protégé. Ce qui montre bien que les conceptions ont considérablement évolué sur un pas de temps assez court. Ce qui fait qu'on a lancé ainsi une dynamique qui fait que de nombreuses espèces sont passées de ce statut de nuisible au statut de protégé. Avec simplement l'arrêt des destructions, le castor a connu un phénomène de recolonisation qui se poursuit encore de nos jours. C'est pour ça que je blaguais sur son arrivée en Brière. D'une part, une expansion naturelle qui l'a permis de partir de Camargue et de recoloniser l'essentiel du bassin du Rhône, en tout cas jusqu'à Lyon. Et puis ensuite, il y a eu des opérations de réintroduction dans toute l'Europe, mais aussi en France, qui lui ont permis de revenir sur le bassin de la Loire, par exemple. C'est les 14 castors qui ont été lâchés à Blois, dans le Loir-et-Cher, en 1974, qui ont repeuplé toute la Loire moyenne et aval jusqu'à Nantes. Les derniers ont été vus à Nantes. Certains ont été vus au bord de la mer sur des plages, mais on pense que c'est une crue de la Loire qui les a fait prendre l'eau de la mer. Mais enfin bon, ils n'aiment pas beaucoup le sel, les castors. Il y a eu des lâchers, des réintroductions aussi sur le Rhin, en Moselle, et puis en Belgique.
Et le castor revient par la Belgique maintenant dans le nord de la France. Donc il recolonise des cours d'eau de cette façon-là. C'est une population maintenant qui n'est plus du tout menacée d'extinction. On considère qu'il y a à peu près 25 000 castors en France de nos jours, alors qu'autour de 1900, on considère qu'il y en avait une vingtaine. D'accord ? C'est une des rares réussites vraiment criantes de la protection de la nature en France. Hein. Bon. Et on va voir comment les choses se passent. Parce qu'on a un castor qui revient sur des territoires où il a vécu des dizaines d'années, des centaines ou des milliers d'années auparavant. Donc il revient. Mais il revient alors que les hommes ont complètement oublié que le castor pouvait exister. Les milieux eux-mêmes se sont transformés et ont continué à se transformer sans que le castor soit présent. Et donc il arrive. Et en arrivant, comme tous les nouveaux venus, il va trouver sa place. Il va chercher à prendre sa place. Et en prenant sa place, il va gêner les humains. Et donc, on a différentes opinions qui vont s'exprimer par rapport au castor. Hein, c'est ce que je vais maintenant étudier. D'abord, on considère que sur cet animal, les choses se passent plutôt bien. Il a globalement une image positive. Il est plutôt valorisé socialement. D'une part, parce qu'on met en avant son rôle écologique. D'accord ? Il a un effet extrêmement bénéfique sur la biodiversité. Ça a été démontré. Et donc, c'est très positif. Il a une image aussi positive dans l'opinion parce que, finalement, le castor, par un certain nombre de ses comportements, je dirais éthologiques, il est assez proche des humains et on arrive assez facilement à se transposer pour lui. C'est un animal fidèle jusqu'à la mort à son conjoint, d'accord ? Plus que certains humains. C'est un animal qui s'occupe beaucoup de ces jeunes. Les deux adultes à égalité, d'accord, s'occupent des jeunes. Ils forment des familles extrêmement soudées qui vivent dans des maisons de castors, c'est des huttes ou c'est des terriers. Ils ont une vie familiale extrêmement riche et proche. Et puis, c'est un animal qui impressionne un peu les humains parce qu'il est constructeur. Il construit des barrages, il construit des huttes, il construit des canaux. Et donc, pour nous, humains, le travail, c'est quelque chose qui compte. Et voir un animal capable de faire autant de travail, on trouve ça plutôt globalement positif. Donc, il a une bonne image dans l'opinion. Et puis, il est valorisé par la littérature jeunesse. Bon, vous connaissez tous les histoires du père Castor. Ça, c'est plutôt positif. Et quand on regarde la littérature jeunesse, le castor c'est toujours un animal sympathique. C'est jamais un animal méchant, c'est jamais un animal qui embête les autres. Il est vraiment bien considéré et de façon très, très sympathique. Donc ça fait que globalement, dans l'opinion, il est bien considéré, à tel point qu'actuellement, il y a énormément de sorties nature qui se font à la découverte de cet animal ou de sorties scolaires. Voilà. Néanmoins, il persiste un certain nombre de points de vue négatifs et ce caractère nuisible persiste. Parce qu'il est évident que le castor, quand il arrive, il gêne et il fait des dégâts. Personne ne dit le contraire. Il continue à faire des dégâts. Et ceux qui vont trouver sa présence gênante, c'est ceux qui sont confrontés à ces dégâts. Ce sont les riverains, ce sont les agriculteurs ou les populiculteurs, ce sont des personnes qui fréquentent les cours d'eau. Mais on s'aperçoit que malgré son caractère gênant, il y a très peu de cas de destruction directe de castor. Destruction directe, c'est quelqu'un qui voit un castor, il en a assez qui viennent lui inonder son fond de jardin et qui prend le fusil, qui lui tire dessus. D'accord ? Bon, la réaction, je dirais, qu'on pourrait imaginer classique, elle n'est pas si classique que ça. Il y a très peu de cas en France actuellement, malgré le nombre de castors, de braconnage comme cela. Par contre, les personnes qui sont confrontées aux dégâts du castor vont demander à l'État d'intervenir. Ils vont lui demander de venir contrôler cet animal sauvage qui les gêne. D'accord ? Soit en le déplaçant, soit en limitant ses activités. Bref, il faut faire quelque chose. Et pour cela, je vais illustrer cela, je vais utiliser 2 cas belges, mais auparavant, je vais aller dans le nord de la France. On va se rapprocher des Ardennes et des clubs CPN. On va faire un petit clin d'œil au club CPN. À Charleville-Mézières, il y a quelques années, on était en 2016, si ma mémoire est bonne, une famille de castors, une simple famille, a défrayé la chronique dans la presse locale. Je vous ai mis quelques titres là. D'abord parce que les castors sont arrivés en pleine ville, à Charleville-Mézières, et ont mangé quelques arbres le long des promenades de la Meuse. Et effectivement, ça a été mal vu. Et puis surtout, une famille s'est installée sur la zone de captage de l'eau potable de Charleville-Mézières. Et alors là, le risque, c'était que cette eau soit contaminée et ne soit plus potable, et donc problème pour alimenter en eau.
Donc des solutions ont été cherchées et les tensions sont un peu montées à tel point qu'il y a un vice-président de l'agglomération de Charleville-Mézières qui, lui, a exprimé cet avis-là de façon très manichéenne et binaire. Il a dit ceci: il faudrait savoir ce qui est le plus important, la vie de ces castors ou l'alimentation en eau de 40 000 personnes. Parce que cette personne-là, face au caractère gênant de ces castors, que personne ne nie, pour lui, il y avait deux solutions. Enfin, il n'y en avait même qu'une. Il fallait tuer les castors. Point. Bon, il n'avait pas compris que l'année d'après ou 2 ans plus tard, notre famille allait venir s'installer, etc., etc. Et que retirer cet animal-là à cet endroit-là, c'était sans doute pas la bonne solution. Néanmoins, l'OFB est intervenu, ça ne s'appelait pas l'OFB à l'époque, et a fait en sorte que les choses se passent bien, et du coup, les tensions se sont apaisées. Mais vous voyez, quand l'animal sauvage non maîtrisé par l'homme devient trop gênant, on a encore cette réaction assez primaire de dire on supprime le gêneur et tout ira bien, sans forcément voir ce que ça donnera dans le temps. Autre exemple, mais cette fois-ci on va traverser la frontière, on va aller en Belgique. Il y a, vous le savez, un grand parc d'attractions en Belgique qu'on appelle Walibi. Et ils avaient installé un manège qui s'appelle le Loup-Garou. Je vous ai mis une photo d'en haut du manège. Et finalement, ce parc d'attractions s'avérait extrêmement appétissant pour le castor. Juste là, on voit de l'eau, on voit des beaux arbres. Bon, et une famille de castors s'est installée juste sous le manège. D'accord, le manège Loup-Garou. Alors bon, c'est des castors peut-être qui n'avaient pas une bonne audition parce qu'ils avaient dû supporter les bruits, la musique et les hurlements des gens sur le manège, mais apparemment ça ne les dérangeait pas trop. Et ils se sont installés sous le manège. Ils se sont mis à construire une hutte. Il n'y a pas beaucoup de terrain, donc ils ont fait une hutte et à ronger des arbres pour les abattre et récupérer du bois, notamment pour faire leur hutte. D'accord ? Et puis ensuite pour manger les feuilles et manger l'écorce l'hiver. Bon. Sauf que des arbres menaçaient évidemment de tomber sur le manège. Question de sécurité, et les propriétaires du parc d'attractions ont alerté les autorités belges, leur service qui s'occupait de la nature, la direction de la nature et des paysages, et leur a demandé d'intervenir. Et donc tout le monde s'est retrouvé, plusieurs réunions, etc., pour finalement décider qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de tuer cette famille de castors qui s'était installée. D'accord ? Donc 4 individus qui étaient là, les 2 parents et les 2 jeunes de l'année. Et quelques jours avant que cette opération de destruction des castors se produise, il y a eu une grande campagne d'opinion qui a été faite par des associations en Belgique pour dénoncer cela et réclamer la protection du castor. Ça a tellement fait du bruit sur les radios, dans les journaux, à la télévision, c'était le grand sujet en Belgique à ce moment-là, que le parc d'attractions qui accueille quand même pas mal de familles a trouvé que ça lui faisait une tellement mauvaise presse qu'il a lui-même demandé à l'État de ne plus détruire les castors, d'accord, mais d'essayer de trouver des solutions de compromis. Et cette solution a été trouvée avec l'intervention de l'association Natagora, qui a fait en sorte, alors d'abord on a abattu les arbres qui menaçaient vraiment de tomber sur le manège, et ensuite l'association naturaliste a protégé les arbres avec du grillage pour éviter que le castor fasse des dégâts. Et du coup, la famille de castors vit sous le manège depuis ce moment-là, sans difficulté. Ça veut dire que parfois, ici en tout cas c'est le cas, on a tendance en premier regard à ne pas se demander comment on pourrait faire pour vivre avec. Parce que la solution la plus simple, c'est on élimine celui qui nous gêne. Et on retrouve la situation où on vit bien. D'accord ? Ici, le parc d'attractions, ça lui faisait une tellement mauvaise publicité qu'il a décidé de chercher et finalement on a trouvé une solution de cohabitation. D'accord ? Cette affaire a tellement fait de bruit, on était le 30 mars, que le 1er avril, certains ont lancé le poisson d'avril, comme quoi le parc d'attractions allait changer de nom et devenir de Walibi, devenir Castibi. D'accord ? Pour vous dire que ça avait vraiment bien fonctionné en Belgique. Donc là, on a une issue, j'allais dire heureuse, parce que finalement, les protagonistes ont cherché des solutions et en ont trouvé pour cohabiter avec le castor, même si au départ, ce n'était pas tout à fait le cas. Mais un mois plus tard, en Belgique, il y a une autre affaire, toujours à propos des castors, qui a défrayé la chronique, et qui là a montré que pour certaines personnes, la cohabitation est juste impensable. D'accord ? Voilà. Donc on a effectivement, dans un petit village de Belgique, à côté de Tintigny, découvert un castor crucifié sur un portail parce qu'une personne avait un castor dans le ruisseau qui s'appelle la Brevanne, derrière chez lui. Ce castor faisait des dégâts, le gênait,
et il ne l'a pas supporté, donc il l'a piégé et il l'a en plus, tellement il était énervé par l'animal, cloué sur son portail. Bon. Donc là, on voit bien qu'on a une réaction héritée, assez ancienne, mais qui existe quand même. Force est de constater que certaines personnes, parce qu'elles sont gênées, et elles sont réellement gênées par cet animal, vont réagir violemment. Sauf que alors, bon, bien sûr, ça a défrayé la chronique, il y a eu des procès, etc. Bon, voilà. Mais pour moi, historien, il y a un élément dans cette histoire-là qui m'a fortement interpellé. C'est le nom de ce ruisseau, Brevanne. Brevanne, c'est un nom qui vient du gaulois, du celte, assez ancien, donc un nom qui est hérité d'il y a 2000 à 2500 ans, et qui, dans la langue celte, désigne le castor. La Brevanne, c'était le nom qu'on donnait à cette rivière, et en français, on dirait la rivière des castors. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, cette rivière était entièrement occupée par des castors. L'homme les a pourchassés, les a piégés, les a retirés, et quand cet animal revient naturellement, eh bien, il n'est plus le bienvenu. Parce qu'entre-temps, tout ça a changé. Et finalement, la mémoire humaine est assez courte, et ce riverain-là a totalement perdu de vue que l'endroit où il habitait, c'était un endroit où, auparavant, peut-être même avant lui, avant que les humains s'y installent, ben des castors y vivaient. Et finalement, ça pose la question de la légitimité. Qui est le premier sur ce territoire? Ce sont les humains? Ce sont les castors? Évidemment, on n'aura jamais la réponse à cette question-là. Mais néanmoins, ne pas supporter que des castors arrivent dans une rivière qui porte le nom de castor, je trouve que ça interroge sur nos rapports à la société, en tout cas la façon dont on a de voir le passé, ou au contraire de ne pas le voir. Après tout, notre mémoire va, dans le meilleur des cas, sur la génération de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, et au-delà, c'est devenu tellement lointain qu'on perd cette histoire-là. Donc la question qui se pose, c'est face à un sauvage qui revient, comme le castor, finalement, est-ce que nos sociétés sont capables d'y réagir et de s'y adapter? Eh bien, il y a des difficultés. La première difficulté, c'est que la plupart du temps, on ignore l'animal sauvage. Je vous ai mis ici une photo. C'est un petit bois au bord de la Loire, sur un affluent de la Loire, en région centre Val-de-Loire, où un riverain, qui possède un petit bois, là, a vu des arbres coupés dans son bois. Ça l'a agacé, évidemment, parce que ce n'est pas lui qui les avait coupés. Et pour se défendre contre cela, il n'a rien trouvé de mieux que de mettre un panneau « Défense de couper les arbres ». Parce qu'il ignorait, d'une part, qu'il y avait des castors en France, d'autre part, que les castors étaient capables de couper des arbres, assez gros, c'est pour certains, et il considérait que ça ne pouvait être que des humains qui pouvaient faire cela. C'est pour ça qu'il a mis ce panneau en disant je vais signaler aux autres humains que ce bois m'appartient et qu'il ne faut pas venir le couper. Donc le premier élément, c'est cette ignorance des capacités de l'animal et de sa présence. Et donc du coup, on doit également prendre en compte la façon dont les animaux fonctionnent pour être capable de réagir, de s'y adapter et de mettre en place les éléments qui permettent éventuellement de cohabiter. Voilà pour ma petite histoire de castor, jusqu'à notre époque, pour poser quelques réflexions qui pourront ouvrir ensuite sur le débat, je pense. Le deuxième exemple que je voulais vous détailler un petit peu, on change complètement de type d'animaux, on va parler des mammifères marins, essentiellement des dauphins et des marsouins. Bon. Au début du XVIIIe siècle et même auparavant, la mer est un milieu plutôt considéré comme étant hostile pour les humains. C'est un milieu très difficile. On ne sait pas qui sont ces êtres qui vivent au fond de l'eau. Donc on a une très mauvaise connaissance de tout cela. Et il y a beaucoup de peurs qui y sont liées. Et ces peurs vont se porter notamment sur les baleines et les mammifères marins qui sont accusés d'être finalement des instruments du diable qui vivent dans un milieu qui est absolument diabolique. D'accord ? Cette vision-là, un peu religieuse encore, comme ce que je décrivais tout à l'heure, va se transformer. Et au XIXe siècle, ces mammifères marins vont passer de ces êtres un peu bizarres, un peu diaboliques, à des nuisibles. Et des nuisibles, très clairement, parce qu'on va les accuser de dépeupler les mers. Ils mangent trop de poissons. Et c'est pour ça que les pêcheurs, au XIXe siècle, ont des difficultés économiques. D'accord ? Ça, c'est le discours qui est fait. Parce qu'effectivement, au XIXe siècle, sur les littoraux français,
un certain nombre de marins-pêcheurs vont connaître, ce milieu-là va connaître une crise économique et donc sociale assez prononcée. Il y a moins de poissons à capturer et donc des familles sont en difficulté. De plus, les pratiques de pêche évoluent et les grands dauphins, alors là on est en Méditerranée, les grands filets qu'on utilise pour pêcher, notamment les sardines, vont rassembler ces sardines et les dauphins vont profiter de l'aubaine pour aller se servir dedans. Et en passant, ils vont faire, vous le voyez, des trous dans les filets. Donc ils vont dégrader les engins de pêche. Donc face à cette crise économique et sociale, il faut trouver un bouc émissaire. Parce qu'en fait, la cause de cela, c'est que les méthodes de pêche sont tellement transformées qu'elles vont surexploiter les mers le long des côtes françaises. Simplement, dire qu'il faut arrêter le chalut, dire qu'il faut réduire les prises pour laisser les poissons se reproduire et voir le stock de poissons augmenter, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable à l'époque. D'accord ? Donc il faut trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, on l'a trouvé, c'est le prédateur. Et le prédateur, ce sont les dauphins et les marsouins. On va donc lancer des grandes campagnes de destruction de ces animaux le long des côtes françaises, y compris en faisant intervenir l'armée, pour qu'elle suive les côtes et qu'elle détruise tous les bancs de dauphins et de marsouins qu'elle peut rencontrer le long du littoral. Certains vont proposer de mettre en place une activité industrielle fondée sur les captures de mammifères marins, dauphins, marsouins, rorquals, baleines, d'accord, et des usines vont s'installer par exemple à Marseille. D'autres encore vont aller plus loin dans cette logique et vont mettre en place presque un dispositif pour viser à l'éradication des dauphins et des marsouins des côtes françaises. Pour cela, ils vont inventer un système assez redoutable. Vous prenez 2 aiguilles métalliques en acier, pointues évidemment, de 20 cm, vous les fichez à angle droit dans un bloc de caoutchouc, d'accord, puis vous les resserrez pour les mettre en ligne, vous les ligaturez avec un bout de boyau animal, d'accord, vous serrez bien, vous insérez ça dans un appât, un poisson, et vous jetez ça par dizaines de milliers dans la mer. Les dauphins passent, l'avalent, leur suc gastrique dissolve le boyau, les aiguilles se mettent à angle droit, perforent l'intestin ou l'estomac, et puis les animaux meurent. Et il y a des dizaines de milliers de ces pièges-là qui vont être disséminés dans l'océan Atlantique et en mer Méditerranée. L'objectif, c'est de faire disparaître ce prédateur, ces nuisibles-là, pour permettre au stock de poissons de se restaurer. Toutes ces campagnes, vous en connaissez déjà le résultat, ça n'aboutit à rien. Alors si, il y a des dizaines de milliers de dauphins qui meurent, mais les stocks de poissons ne se remettent pas plus. On n'a pas traité le problème, on a traité le bouc émissaire. Et donc forcément, ça ne fonctionne pas. Donc jusqu'au milieu du XXe siècle, jusque dans les années 1950, le dauphin, c'est un ennemi qu'on ne veut plus voir sur les côtes. Et les choses vont basculer d'un seul coup assez brutalement après la Seconde Guerre mondiale, avec un certain nombre d'éléments qui vont changer complètement l'image que nos concitoyens ont des dauphins. Le premier élément, c'est Le Monde du silence. Ce film de 1956 va donner pour la première fois à voir le fond des mers. Ça va émerveiller un certain nombre des contemporains et ça va changer complètement le regard qu'ils portent sur les dauphins. Une deuxième œuvre cinématographique, c'est Flipper le dauphin. C'est une série qui a été diffusée en France à partir de 1966, qui a été diffusée plus d'une dizaine de fois en France depuis cette époque-là, et qui va là aussi faire du dauphin un animal proche de l'homme, un animal assez semblable à lui. Et cette représentation va se trouver confirmée par des études de savants qui vont démontrer l'intelligence du dauphin, qui vont démontrer ses capacités de communication, et finalement en faire un être supérieur à l'égal des humains. Et le dauphin va devenir un passeur de nature, une façon pour les humains de se reconnecter à une nature sauvage et va être bien considéré pour l'essentiel des humains. Pas tous, mais encore une grande partie. Et dans nos sociétés, en France en l'occurrence, le dauphin a une excellente image, y compris d'ailleurs pour les parcs d'attractions aquatiques qui ont fleuri à cette époque-là, qui sont un peu plus contestés maintenant, mais pour d'autres raisons. Donc on a ici un animal qui était nuisible jusqu'aux années 1950 et qui en 10-20 ans va basculer complètement dans l'opinion comme étant un animal presque fétiche, d'accord, presque une mascotte. Donc on a vraiment un regard qui change. Les dauphins, les marsouins, dans l'océan, ils vivent de la même façon. Ils continuent à manger les mêmes poissons.
d'accord, mais c'est bien le regard humain qui s'est considérablement transformé. Néanmoins, au même moment, et ça peut être facilité, ce passage du dauphin vers une image plutôt positive, on voit apparaître un nouvel ennemi numéro 1 dans les océans, d'accord, un nouveau nuisible. Et ce nouveau nuisible, eh ben, c'est le requin. Et je vous le montre ici à travers une campagne de 2006, vous voyez, c'est pas si vieux que ça, du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, enfin on disait conseil général à l'époque, qui fait une campagne très louable d'ailleurs, contre le cancer de la peau. D'accord, et il fait une analogie entre le grain de beauté sain et le gentil dauphin, et le grain de beauté qui n'en est plus vraiment un, qui est en train de se transformer en cancer, et le méchant requin. D'accord ? Voilà. Donc on a d'un côté le dauphin qui a basculé vers des animaux, parmi les animaux préférés des Français, et le requin, lui, qui n'avait rien demandé, et qui jusqu'à présent était considéré comme étant un prédateur des mers, mais pas plus que les autres, et en tout cas pas un nuisible en tant que tel, a basculé complètement du côté des ennemis de l'humain. Et là aussi, on a des œuvres cinématographiques qui ont considérablement contribué à cela. Évidemment, c'est Les Dents de la Mer, 1975, et puis toutes les versions qui ont suivi. Et tout cela a fait dans les imaginaires du requin en général, l'ennemi de l'humain. Le requin est devenu le mangeur d'hommes. D'accord ? Actuellement, les requins, la plupart des espèces de requins sont parmi les plus menacées au monde et sont en train de s'éteindre. D'accord ? Mais on continue quand même à mal le considérer et on a beaucoup de difficultés à protéger ces espèces qui sont en train de disparaître. Néanmoins, le regard change et je vous là mets la couverture d'une autre œuvre cinématographique, beaucoup plus récente, Instinct de survie. Vous avez, alors c'est le classique des films, là une jolie surfeuse qui va se faire à moitié simplement manger par le grand requin blanc qui est au-dessous d'elle là. Bon, alors l'histoire est assez classique de ce type de film, mais néanmoins les scénaristes ont introduit quelques éléments d'éthologie, parce qu'en finalement ce requin, contrairement aux Dents de la Mer, il n'attaque pas gratuitement cette surfeuse, et puis il en mange 2-3 autres auparavant. Il n'attaque pas gratuitement. Il attaque ces humains parce qu'il est en train de manger une baleine qui est morte et qui flotte, et que les surfeurs s'approchent de la baleine. Donc finalement, il défend son garde-manger. Première chose. Ensuite, ce requin est pas mal blessé par l'homme. Il a plein de cicatrices, il a des harpons et des bouts de métal fichés dans le corps, donc on peut imaginer qu'il a bien souffert déjà du fait des humains, et que d'une certaine façon, il se défend. Alors il se défend brutalement, violemment, et puis voilà, vous voyez bien le type de film que ça peut être, mais d'une certaine façon, il est presque excusé dans son comportement d'agresseur des hommes. D'accord ? C'est pas un serial killer. C'est une bête finalement qui se défend et qui se défend contre l'homme. C'est presque la nature qui se venge de l'humain, qui l'a fait souffrir. Okay ? Bon, ça n'améliore pas quand même l'image du requin, c'est évident, mais néanmoins on voit une petite évolution. Mais les choses ont du mal à changer et on continue à utiliser cette image du prédateur en général, et en particulier du requin, dans toutes les campagnes qui visent à montrer quelque chose de négatif. Ici, c'est une campagne 2018 dans les transports en commun de l'Île-de-France contre le harcèlement sexuel. D'accord ? Donc voilà aussi une campagne louable, évidemment, aucun problème là-dessus. Simplement, cette campagne met en scène des animaux, d'abord des jeunes femmes dans les transports en commun, et qui sont en train de se faire agresser par des animaux. Donc là, un requin qui vient l'attaquer, et puis il y a 2 autres affiches avec l'une un ours et l'autre un loup. D'accord ? Super. Les communicants, ils ont choisi les bonnes images. Comme je vous l'ai dit, les requins, la plupart des espèces sont actuellement très menacées autour de l'océan. Donc c'est bien de renforcer l'image négative d'une espèce menacée, ça aide à la protéger. L'ours, vous connaissez les difficultés de protection de l'ours en France et puis aussi en Europe. Et donc on renforce cette image d'un ours mangeur d'hommes, c'est pas bien. Et le loup, ne parlons même pas des débats sur le loup. D'accord ? Voilà. Et donc on met encore en scène ces animaux-là, alors que on met en avant leur caractère de prédateur. Oui, ce sont des prédateurs, mais on oublie que derrière ce mot-là, il y a le deuxième, l'adjectif, prédateur sexuel. Que je sache, un requin, violeur, je ne connais pas. Il y a peut-être un film à faire là, mais enfin bon, je ne connais pas. Pareil pour les ours, pareil pour les loups. Peut-être que les communicants auraient dû mettre quelque chose de plus réaliste, c'est-à-dire de mettre un homme
à la place du requin, de l'ours ou du loup. Ça aurait peut-être eu plus de sang. Peut-être que c'était moins évident pour eux. D'accord ? Mais faire le pas de côté en mettant sur le dos d'un certain nombre d'animaux des actes qui ne sont pas de leur fait, c'est quand même un peu interrogeant. Voilà, donc j'ai terminé là-dessus, mais avant de conclure et de vous passer la parole et puis d'échanger avec vous sur tout cela, je voulais terminer mon panorama un peu historique par un élément plus d'actualité, un peu plus ancré sur des préoccupations aussi du territoire, que ce soit celui-ci ou bien d'autres territoires en France. C'est la question des espèces exotiques envahissantes, qu'on peut d'une certaine façon considérer comme étant de nouveaux nuisibles, ou une résurgence de ce concept de nuisible. Depuis tout à l'heure, je vous explique que petit à petit, ce concept de nuisible est contesté, est délégitimé, le mot lui-même n'est plus utilisé dans les lois, et donc on a l'impression que ce concept est en train de s'éteindre petit à petit, même s'il reste des animaux gênants, ça tout le monde en est d'accord. Mais on a l'impression qu'avec ces espèces exotiques envahissantes, on voit ressurgir de nouveau cette notion de nuisible. Pourquoi ? Parce que les espèces exotiques envahissantes posent déjà des problèmes aux humains. D'accord ? Je ne parlerai pas de la Jussie, je ne parlerai pas du ragondin, mais en fait je viens d'en parler. Bon, ces espèces exotiques envahissantes sont nuisibles pour les humains, pour les activités humaines. D'accord ? Donc ça veut dire qu'elles posent problème, y compris quand on utilise une vision utilitariste ou une vision centrée sur l'humain, anthropocentrée. Mais ces espèces exotiques envahissantes sont également considérées comme étant nuisibles si on met en place une vision plutôt biocentrée ou écosystémique, parce qu'elles sont nuisibles à l'équilibre de la nature, elles sont nuisibles aussi aux espèces qui existent déjà auparavant, qu'on appelle les espèces indigènes ou autochtones, enfin on peut leur donner différents noms. Ça veut dire que dans ces deux cas, qu'on soit sur une vision anthropocentrée ou une vision écocentrée ou écosystémique, dans les deux cas, on va chercher l'éradication de ces espèces-là. D'accord ? Rechercher et rarement l'atteindre. Il y a très peu d'espèces exotiques envahissantes qu'on arrive à éradiquer par des actions humaines. Quelques-unes, c'est ce qu'on appelle les espèces émergentes. Dès qu'on les voit, on met des gros moyens pour l'éradiquer complètement, et là, on y arrive. D'accord ? Mais sur la plupart d'entre elles, nos actions destructrices ne suffisent pas, et les espèces s'installent. Et elles s'installent. Et elles prennent une place. Et on n'arrive pas à les enlever de cette place-là. Donc la question qu'on se pose, c'est comment on fonctionne. Donc ces espèces exotiques envahissantes, cette notion va délégitimer des actions humaines. Des actions anciennes, c'était les introductions d'espèces, c'était l'acclimatation. Ça, maintenant, on ne le fait plus, ou quasiment plus. Par contre, ça va légitimer toutes les actions de destruction. Simplement, là, ça interroge. Alors, je pose des questions parce que je n'ai pas de solution. Si j'en avais, je deviendrais extrêmement célèbre. Mais moi, je n'ai pas de solution, par titre personnel, sur les espèces exotiques envahissantes. Simplement, je m'interroge. Comment on définit une espèce qui a le droit d'être là et une espèce qui n'a pas le droit d'être là ? Le vivant, ce sont les dynamiques. Donc, toutes les espèces bougent en permanence. Je vous évoquais en commençant la question du chacal doré. Va-t-on l'accepter ? Va-t-on le refuser ? Mais est-ce que finalement, c'est à nous de décider si on l'accepte ou pas ? Alors, le chacal doré revient naturellement. Ce n'est pas le cas des espèces exotiques envahissantes, dont la plupart d'entre elles arrivent par une action humaine. D'accord ? Soit elles se sont échappées de captivité, c'était le cas du ragondin. Le ragondin, il n'est pas venu tout seul à la nage de l'Amérique. D'accord ? Ni le rat musqué, il n'est pas venu à la nage de l'Amérique du Nord. Ce sont des humains qui l'ont ramené en Europe, qui ont fait des élevages. Et puis généralement, alors le ragondin, il y en a certains qui s'étaient échappés déjà au début du XXe siècle, mais ce sont la fermeture de ces élevages qui, dans les années 1950-1960, ont fait qu'ils ont été lâchés dans la nature. Et qui sont super bien reproduits, très contents. Quelques hivers froids les ont mis un peu en difficulté, mais les hivers froids, il y en a moins. Donc ils se portent très bien. D'accord ? Maintenant, la question qu'on se pose aussi, c'est comment évaluer les impacts ? Est-ce qu'on est capable de mesurer les impacts de ces espèces exotiques envahissantes ? C'est très difficile à faire. On n'a pas d'indication. Et puis surtout, quels sont les résultats et comment évaluer les politiques d'éradication que l'on mène tous ? Alors quand je dis tous, c'est aussi bien des agriculteurs, les chasseurs, que les écologistes ou les protecteurs de la nature qui mènent aussi des campagnes d'éradication d'espèces exotiques envahissantes. D'accord ? Comment on évalue le réussite, le succès et ses effets ? C'est très, très compliqué. Pour cela, je vous ai mis deux exemples à l'écran qui sont ancrés sur le territoire de l'estuaire de la Loire. En haut, une écrevisse de Louisiane, une écrevisse américaine,
qui se développe quand même pas mal, et qui va mettre à mal les écrevisses à pattes blanches et puis un certain nombre d'éléments de végétation. Hein. Je veux dire, les nénuphars, quand vous avez beaucoup d'écrevisses, les nénuphars, il ne faut pas les chercher, hein, vous n'en avez plus, et qui vont poser des problèmes. En Brière, vous le savez, mais aussi alors, pour une réserve que gère la SNPN, hein, la réserve de Grandlieu, juste de l'autre côté de la Loire, et on est envahi en partie, hein, sur une partie de la réserve, par les écrevisses de Louisiane. Alors, d'une certaine façon, on n'est pas content. Parce que c'est une écrevisse qui vient, qui va détruire beaucoup de végétaux, qui modifie complètement les milieux, et ça perturbe complètement cette réserve exceptionnelle. Donc, on n'est pas content. Et donc, on est, nous, très heureux quand les pêcheurs vont arriver à la capturer, et puis ils ont une dérogation pour pouvoir la vendre dans les restaurants du coin, hein, voilà, pour rémunérer leur activité. Parce que les pêcheurs, ils ramènent plus d'écrevisses que de poissons, hein, parfois à Grandlieu. Bon. Mais d'un autre côté, nous, écologistes, on est quand même un peu content que cette écrevisse soit là et installée. Alors on aurait préféré qu'elle n'y soit pas, mais elle y est. Et pourquoi on y est content? Parce que, quand il y a de l'écrevisse, il n'y a plus de jussie. Bon, vous allez me dire, il n'y a plus rien, mais il n'y a plus de jussie. Donc ça nous permet, comme ça nous permet, ça le fait tout seul, de lutter contre une autre espèce exotique envahissante, qui est la jussie, qui est présente dans tout un tas de prairies, autour de Grandlieu, de prairies humides, et dans une partie de la réserve. D'accord? Donc la jussie, espèce exotique, est mangée par l'écrevisse, espèce exotique. D'accord? Si on retirait par miracle toutes les écrevisses, est-ce qu'on n'assisterait pas à un boom de jussie qui viendrait faire plus de dégâts? On ne sait pas. Bon. Comme on ne peut pas retirer les écrevisses, on observe les choses. Et puis deuxièmement, d'une certaine façon, on est presque content qu'il y ait des écrevisses. Alors évidemment, je fais de la provocation, là, ce n'est pas le cas. Parce que depuis qu'il y a des écrevisses, on a pas mal d'espèces d'oiseaux qui se portent bien. Tous les grands hérons, les grandes aigrettes, les spatules, les ibis falcinelles, les hérons cendrés, les hérons pourprés, les bioraux, ils ne sont jamais aussi bien portés depuis qu'il y a des écrevisses à Grandlieu. Pourquoi? C'est devenu leur principale ressource alimentaire. Et la ressource est tellement abondante qu'en fait, ils n'arrivent jamais à en manger assez. Et donc toutes les populations de ces grands échassiers, qui sont protégées, qui sont parfois menacées ou pas forcément en bon état, elles connaissent un boom spectaculaire. Donc ces espèces-là se portent mieux grâce à une espèce exotique envahissante. Donc on fait quoi? Il est où l'équilibre là? En fait, on n'en sait rien. Et nous, écologistes, on est totalement aussi dépassés par cette situation et on ne sait pas comment agir et on se questionne. Voilà. Donc pour vous dire que les choses sont loin d'être simples et il n'y a pas de solution clé en main. En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations. La deuxième espèce, ce petit canard ici, assez mignon, c'est ce qu'on appelle une Erismathio rousse. D'accord? Elle pose problème, elle vient d'Amérique du Nord, elle a été introduite, et elle se pose problème parce qu'elle remplace, ou en tout cas elle se mélange génétiquement avec une autre espèce européenne, l'Erismathio à tête blanche, qui est extrêmement menacée, qui est même au bord de l'extinction. Il en reste très peu, et si les derniers en plus s'hybrident avec l'Erismathio rousse, ça veut dire que l'espèce disparaît totalement, et c'est fini. Donc grosse inquiétude sur l'extinction de cette espèce, l'Erismathio à tête blanche. Et donc on a entrepris, pas que nous, au niveau européen, des campagnes d'éradication de l'Erismathio rousse. Ça veut dire qu'on l'a détruit. Alors je crois qu'en Brière, je parle sous le contrôle des gens du PNR, là, mais je crois qu'en Brière, vous avez aussi des campagnes de destruction de l'Erismathio rousse. En tout cas, nous, à Grandlieu, on participe à un LIFE, l'ancien Office national de la chasse, maintenant OFB, pour détruire les quelques individus qui restent, et ça marche plutôt pas mal. D'accord? Il y en a de moins en moins, donc là on est assez satisfait. Sauf qu'il y a un pays en Europe qui n'a pas de campagne d'éradication de l'Erismathio rousse. Sont les Pays-Bas. Et il y a une population là-bas d'Erismathio rousse. Donc nous on est en train, en France, de faire ce qui a été fait d'ailleurs auparavant au Royaume-Uni, c'est-à-dire d'éradiquer cette espèce exotique envahissante. Mais si ce n'est pas fait aux Pays-Bas, une fois que nous on aura tué les derniers Erismathio rousses ici, parce qu'on leur tire dessus, évidemment, pour les détruire, il n'y a pas tellement de solution, on sera content, on arrêtera de traiter ce problème-là, et puis dans quelques années, on en verra arriver des Pays-Bas. Et donc, ça va être un éternel recommencement comme ça? Voilà. Est-ce que c'est comme ça qu'on s'en sort? Je ne sais pas. Là aussi, je n'ai pas de réponse. En tout cas, vous voyez, même quand des espèces, on arrive à bien diminuer les populations, les choses ne sont pas gagnées jusqu'au bout. Et puis, finalement, deux réflexions, puis après je conclurai. D'abord, on peut se demander si ces espèces exotiques envahissantes ce sont vraiment des fléaux. Alors je m'explique. Elles posent problème, on est d'accord. Mais est-ce que c'est elles le problème? Est-ce que ce n'est pas elles le symptôme du dérèglement de nos écosystèmes et de leur fragilité? Parce qu'on s'aperçoit que ces espèces-là n'arrivent à s'installer vraiment
que dans des milieux qui ont déjà été fortement dégradés, avec des écosystèmes qui sont fortement appauvris, qui sont fragilisés. Et quand cette espèce arrive, eh ben, elle trouve un milieu dégradé, affaibli, qui n'arrive pas à réagir, je dirais, et elles vont du coup s'installer. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de travailler sur la qualité de nos écosystèmes pour éviter à ces espèces-là d'y trouver leur place? Bon, ça, c'est une première réflexion. La deuxième, je vous l'ai dit, ces espèces exotiques envahissantes, elles viennent généralement, à 99%, par des actions humaines qui les amènent d'une façon ou d'une autre. Et là, il y a plein d'anecdotes sur des introductions volontaires ou involontaires d'espèces qui sont ensuite devenues exotiques envahissantes. Est-ce que la bonne question, ce n'est pas d'éviter d'introduire à nouveau des espèces comme ça? C'est-à-dire de limiter le commerce de ces espèces ou de mettre des règlements drastiques pour éviter que ces espèces arrivent chez nous? Ben, en fait, ce n'est pas ce qui est fait. Alors, je vous raconte une autre anecdote. La SNPN gère une autre grande réserve, la réserve de Camargue. Et on s'est aperçu, il y a 2 ans, qu'il y avait une plante, une très belle liane, alors très jolie, une très belle floraison, qui vient d'Amérique du Sud, l'Arogia porte-soie, qu'on a trouvée sur un endroit de la réserve. D'accord? Donc, gros affolement, on s'est dit, attends, on va se faire envahir par cela. Et donc, on est allé voir nos correspondants de l'État, le ministère de l'écologie, on leur a dit, ben là, comment on peut faire? Débloquez-nous un budget pour qu'on puisse arracher cette herbe, cette liane qui vient de s'installer. Très bonne réaction du ministère, ils ont trouvé une ligne budgétaire et ils nous ont donné 20 000 € pour qu'on puisse entreprendre une campagne d'arrachage complet de cette liane qui venait de s'installer. Donc nous, on réussit notre opération, pas de problème. Et on s'aperçoit de quoi? Dans les jardineries du coin, eh ben, cette liane est en vente. Donc n'importe qui peut acheter la liane, l'installer dans son jardin, et puis cette liane ensuite, elle arrive sur la réserve, et nous, on passe notre temps à l'arracher avec de l'argent public. Non mais on va continuer combien de temps comme ça? Voilà. Et donc j'ai interpellé le ministère, je lui ai dit mais attendez, il faudrait peut-être l'interdire au commerce cette liane. Oui, mais on a des accords commerciaux, c'est compliqué, le ministère du Commerce n'est pas trop d'accord parce qu'il y a telle règle qui dit que... Voilà. Et donc non. Bon, bah allons-y, continuons comme ça. Et puis quand on sera envahi par cette liane à nouveau, eh ben, on débloquera de l'argent public et puis un jour on sera dépassé et puis on ne pourra plus la contrôler. Voilà. Donc voilà, toutes ces réflexions très actuelles, vous voyez, que m'amène ce sujet des espèces exotiques envahissantes. Beaucoup de questions, mais c'était aussi pour ouvrir au débat. Encore une fois, je n'ai pas de solution et je ne prétends pas surtout donner une leçon à quiconque sur cette question des espèces exotiques envahissantes. Voilà, je vous promettais une conclusion, on y arrive. La question pour moi, historiquement, c'est de voir qu'il y a 2 logiques qui existent. La première, ancienne, c'était une logique que je vous ai décrite d'éradication, qui se fonde sur cette notion de nuisible. On considère un être vivant comme nuisible, et donc on va chercher à l'éliminer complètement. Cette logique d'éradication disparaît au fil du temps de plus en plus. Elle peut subsister encore avec certains héritages, mais globalement, elle est petit à petit en train de s'éteindre. À la place, dans une époque assez récente, on a vu surgir une autre logique, qui est celle qu'on pourrait appeler une logique de sacralisation. C'est le fait de considérer, d'une certaine façon, alors je caricature un peu, que l'être humain n'a pas sa place dans la nature, qu'on doit le retirer, et par contre que le sauvage est presque déifié et sacralisé, et qu'on doit surtout rien toucher du sauvage. D'accord ? C'est une logique qui monte, et qui monte fortement dans nos sociétés, qui se développe, qui représente un certain nombre d'intérêts, mais qui pose aussi un certain nombre de questions. Entre les deux, il me semble qu'il peut y avoir une troisième voie. C'est la voie de la cohabitation. Je n'ai pas dit coexistence. Parce que coexistence, ça veut dire vivre, mais les uns d'un côté, les autres de l'autre côté. D'accord ? Comme au moment de la guerre froide, on parlait de la coexistence pacifique. C'est quand il y avait d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'URSS, avec chacun des tonnes de missiles nucléaires, et qui acceptaient que l'autre existe, parce que sinon ils étaient détruits eux-mêmes. Bon, coexistence. Non, cohabitation, c'est vivre avec. C'est vivre ensemble, avec toutes les difficultés du vivre ensemble. Bon, vous le savez bien, nous, humains, on a déjà des difficultés à vivre entre humains. Il suffit de voir les querelles de voisinage, et je crois qu'on a des élus dans la salle. Voilà, les élus locaux savent bien que régulièrement on doit régler des querelles de voisinage. Donc déjà, les voisins entre humains, on a du mal à se supporter parfois. Alors quand on rajoute un animal sauvage qui en plus n'a pas la parole, ça devient beaucoup plus compliqué de s'entendre et d'arriver à vivre avec. Mais c'est bien ça, pour moi, l'enjeu, la difficulté. Donc pour cela, ça nécessite un certain nombre d'analyses qui sont forcément complexes. D'abord, il faut comprendre ce vivant autre qu'humain, comprendre ces animaux, comprendre quels sont leurs besoins, comprendre ces végétaux, voir quelles sont les caractéristiques qui les font se développer ou aller sur tel ou tel espace. Mais en plus, il faut comprendre aussi les sociétés humaines.
elles sont variées, elles sont diverses, les territoires sont différents, la façon de considérer les choses aussi sont différents. Et il faut comprendre les deux pour arriver finalement à mettre tout ça ensemble et à réfléchir sur ce que j'appelle moi un anthroposystème, c'est-à-dire comprendre que nos sociétés sont intimement mêlées aux écosystèmes. Les deux sont liés fortement. Et on ne peut pas séparer d'un côté les écosystèmes et de l'autre côté les sociétés humaines et dire que chacun va vivre de son côté. C'est juste pas la réalité du monde. Hein. On vit imbriqué. Donc la difficulté et la tâche, et en même temps je trouve que c'est ça le projet qui peut être intéressant, c'est d'arriver à faire cohabiter, et donc c'est ce que j'appelle négocier des arrangements, des façons de vivre ensemble pour permettre que les sociétés et le vivant autre qu'humain cohabitent, parce que finalement on fait partie de la même communauté du vivant, ce qu'on appelle la communauté biotique, au sein de l'écosphère. D'accord ? Et le jour où on a bien compris cela, eh ben on essaye de faire fonctionner les choses ensemble. Faire fonctionner ensemble ne veut pas dire tout accepter de la part de l'autre, ni dans un sens ni dans l'autre, mais à trouver un mode qui permet à chacun d'exister. Pour cela, je considère qu'il y a deux éléments qui sont clés. D'abord, les statuts de protection. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure à propos du castor. Si le castor n'était pas un animal protégé, la solution de cohabitation, ça serait le coup de fusil. Vous avez un gêneur qui arrive chez vous, première solution, vous lui tirez dessus, c'est réglé, il ne gêne plus. Par exemple, comme il est protégé, vous ne pouvez pas le faire, d'accord, voilà, ou plus difficilement, et donc peu de gens le font, et donc vous êtes obligé de trouver d'autres solutions que le coup de fusil. Et ça vous oblige à inventer une protection des arbres, à inventer d'autres façons d'agir, laisser une place au castor et voir comment on peut la négocier. Enfin voilà, ça oblige à trouver des solutions, et finalement quand on cherche, on arrive à en trouver. Et puis ça oblige effectivement à de la médiation scientifique et territoriale pour apprendre à se connaître les uns les autres et puis à voir comment les territoires fonctionnent, comment ils vivent pour essayer de trouver une place pour chacun. Finalement, je conclus en revenant à l'introduction qui a été faite par la vidéo de la FCPN qui disait de connaître les mal-aimés pour finalement les aimer ou les adorer et donc du coup arriver à les protéger. Voilà, écoutez, moi je pense que c'est un programme qui peut être intéressant. Je termine par une page de publicité. Bon, pas pour moi, mais pour mon association. On édite un certain nombre d'ouvrages, et notamment une revue qui s'appelle Le Courrier de la Nature. Et là, je vous ai présenté 3 numéros. Les nuisibles, l'ours et le lynx, qui sont des animaux qui permettent de travailler sur cette notion de cohabitation. D'accord ? Donc je n'ai apporté quelques exemplaires. Si certains d'entre vous veulent feuilleter ou sont intéressés, écoutez, ça sera avec plaisir que je pourrai échanger avec eux sur ces revues. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Et puis, écoutez, je suis ouvert à tout échange, tout débat et toute question. Merci à vous.